Bonjour, docteur Emma. Bonjour, chers collègues. Aujourd'hui, nous sommes devant pour la présentation de nos travaux qui ont dans le cadre du cours de détection et traitement d'image. Ce travail a été présenté par le trio qui est composé de John issu de l'homonymie direct et de Marc Niquet. Le thème de notre travail porte sur la cartographie de l'occupation du sol du secteur 2 de Dallois par rapport de deux méthodes, par rapport de deux algorithmes, à savoir l'algorithme Camille et le maximum de poisson. Notre travail se présente ensuite. Nous avons pour commencer une introduction sur le fil de la présentation du site. Ensuite, le matériel et méthodes que nous avons étudiés durant nos travaux et les résultats que nous présenterons, qui seront discutés et qui sera terminé par un temps. Alors, je vais l'introduction, les 5 molécules. Depuis son apparition, le variable satellitaire occupe une place prépondérante dans l'observation et l'utilisation des terres. Depuis son apparition, le variable satellitaire. Alors, il faut dire que depuis son apparition, le variable satellitaire occupe une place prépondérante dans l'observation et le suivi des phénomènes naturels principaux de la Terre. Et parmi ces phénomènes, le plus observé est celui de l'occupation du sol, qui sont plutôt liés aux facteurs climatiques naturels, aussi à l'action anthropique. Alors, dans la plupart des contrées ouest africaines, particulièrement en Côte d'Ivoire, les terres ont connu une tension spatiale occasionnant la réduction de l'hôpital, profite de l'agriculture et de la destruction humaine. Cette situation est d'autant très perceptible dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur de Dallois, où la grande majorité des forêts ont subi une anthropisation accélérée. Alors, ce sujet pose en réalité le problème de l'occupation et de l'utilisation des terres qui ont une allure de pression foncière. Alors, la question qu'on se pose est quel est le niveau d'occupation des terres du secteur 2 de Dallois dans un contexte d'évaluation de deux méthodes de classification. Alors, pour répondre à cette problématique, la détection des systèmes d'information géographique sont utilisés avec une pratique. Alors, l'objectif général de cette opération est d'évaluer deux méthodes de classification en vue de cartographier l'occupation des terres du secteur Dallois 2 pour mieux apprécier le niveau de mise en valeur agricole. Spécifiquement, il s'agira pour nous de cartographier l'occupation du sol par la méthode de la classification non supervisée, en utilisant l'algorithme Camille, et également de cartographier l'occupation du sol à partir de la méthode de la classification supervisée en faisant recours à la méthode à l'algorithme maximum de vraisemblance. Alors, l'étude est menée dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Haut-Sassandra. Le secteur d'étude est compris entre 6 degrés 54 et 7 degrés 16 de latitude nord et entre 6 degrés 43 et 6 degrés 52 de longitude ouest. Alors, la réalisation de l'étude a nécessité la mobilisation de matériel et de méthodes. Monsieur, nous prenons la parole à monsieur. Oui, pour ce travail, comme il a si bien dit, nous avons eu besoin d'une image conchromatique qui nous a été fournie par l'enseignant, qui a pour caractéristique 10 mètres. Cette image a été acquise en 2018. Et des données cartographiques de base, c'est-à-dire les limites administratives, les réseaux routiers et les localités. Comme matériel, nous l'avons noté, mais maintenant aussi la partie software, c'est-à-dire les logiciels utilisés. Nous avons utilisé Google Earth pour la superposition des images parce que c'est l'outil actuel que l'on utilise pour éviter de pallier cet aspect de faire du terrain.
RDAS Imagine pour le traitement des images et ArcGIS pour la résolution cartographique. Bien évidemment, pour produire un rapport et référencer les documents, nous avons utilisé le logiciel Zotero. Bon, pour le traitement, on a proposé un organigramme. Ici, donc nous avons l'image, c'était celle l'image informatique. Nous avons fait quoi? Nous avons ouvert la courbe pour voir l'histogramme. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons égalisé. Après, il ressort quoi? Une image PTT. Après, on a eu le choix du nombre de classes en fonction du zèle. Parce que Camine, c'est une méthode de classification non supervisée. Et qui dit classification non supervisée dit que c'est le classificateur, non, l'utilisateur qui définit le nombre de classes. Puis après, nous avons la post-classification qui est une étape ultime. On a fait l'étiquetage et le codage couleur. Pour continuer dans la cartographie, on a vectorisé l'image. Et en vectorisant l'image, on obtient une carte d'occupation de sol dans le logiciel SIG. Et maintenant, pour la classification supervisée, et pour les raisons d'espace, on a préféré présenter ceci, alors ce n'est pas ce qu'on a présenté dans notre rapport. Dans notre rapport, il est aligné d'une autre façon. Donc, on a défini les classes thématiques. Choix des zones d'entraînement, test. Parce que lorsque on finit de le faire, on regarde la séparabilité des classes. Lorsque la séparabilité des classes est bonne, on peut valider. Mais lorsqu'elle n'est pas bonne, on revient sur le choix des sites d'entraînement. Après, dès que c'est bon, qu'est-ce que l'on fait? L'étape qui suit, c'est lancer maintenant la classification supervisée. Et ici, notre classification supervisée, c'était SVM, Support Vector Machine. Oui. Et à la fin, il y avait quoi? Une classe. À la fin de cette classification, nous avons fait une vectorisation de l'image afin de produire les superficies et les classes thématiques. Maintenant, au résultat, ici nous avons la séparabilité des classes qui a été obtenue après avoir utilisé l'algorithme de Camille par la méthode de divergence continue. Nous avons pu discriminer notre image en cette classe qui part de la forêt, de la culture 1, culture 2, culture 3, culture 4 et du sol nu et en terminant par le bâti. Lorsque nous regardons notre tableau de séparabilité, nous voyons que les valeurs sont plus ou moins bonnes, qui partent les valeurs qui sont bonnes de 1, 9 à 2, donc les classes sont parfaites. Mais nous constatons aussi au niveau des zones rouges que nous avons 0,171 au niveau des classes 2 et des classes 6 et 7 qui sont constituées du sol nu et du bâti, ce qui a été mis en évidence par la réponse de ces deux classes-là en notre. Et nous voyons aussi 1,6. Donc, en résumé, de façon générale, nous pouvons dire que notre séparabilité est assez bonne. En allant montrer la carte que nous avons pu obtenir avec un diagramme qui répartit le pourcentage des différentes classes, nous voyons que dans notre image, nous avons 31% de forêt et 21% de bâti, 15% de sol nu et le reste qui est matérialisé par les différentes cultures. Pour les résultats de la classification supervisée, nous avons évalué avec la séparabilité d'abord, que nous vous présentons ici, entre les classes 1 et 2, qui montrent 2, et la méthode utilisée pour
pour évaluer la séparabilité, c'était la divergence transformée, qui dit que lorsque nous avons qui a des bornes, c'est-à-dire à 0, les classes sont totalement inséparables. Et à 2, les classes sont totalement séparables. Si nous présentons également la matrice de contingence, en jaune ici, on vous montre la diagonale principale et les valeurs hors diagonale permettent d'identifier de justifier si certaines classes ont bien été classifiées. Et ici, par exemple, en comparant entre le bâti et sol, par exemple, bâti pour les erreurs classifiées et les erreurs les données de référence, nous voyons qu'il y a 5 pixels de forêt qui se retrouvent là-bas, alors qu'il devait être dans le bâti, et 5 pixels de culture vivrière qui devaient être dans le bâti, mais se retrouvent dans la culture vivrière. Et comme dans tous les documents que l'on a parcourus, il existe 2 indices pour évaluer une classification supervisée. C'est la précision globale et le coefficient kappa. Ici, notre coefficient global est à 95,16% et coefficient kappa 98%. Ce qui dit que ça donne une classification supervisée bonne, excellente. Et aussi, à la fin de cette classification, nous avons également produit une carte d'occupation de sol dans un logiciel SIG. Et cette vectorisation nous a permis de calculer les pourcentages d'occupation de sol. Le code couleur est le même pour la légende et sur le diagramme. Ici, on voit pour culture pérenne, 64% qui occupe la grande majorité de l'espace et 10% du sol nu, 8% de forêt et culture vivrière, 18%. Alors, donc, voici un peu présenter les 2 cas d'occupation du sol. Ici, les différents traitements des algorithmes et facilement des vraisemblance. Alors, les résultats obtenus ont été discutés par la suite. Et la plupart de nos résultats coïncident avec ce qu'on a écrit par mon nombre d'auteurs. En réalité, la totalité de nos résultats ont montré que la classification de suivre en zone forestière ivoirienne est celle de la classification supervisée. Et la plus pratiquée dans cette zone-là est celle de l'algorithme de vraisemblance. Alors, la plupart de nos résultats coïncident avec ceux de Mike et Anne, dont ces auteurs-là ont montré dans leurs travaux à partir en utilisant ces 2 méthodes qui ont également fait une comparaison, ont prouvé que la classification la mieux adaptée est celle de la classification dirigée. Dans leurs travaux, ils ont eu à utiliser également la formation de poissons. Terminer notre posé, nous pourrons dire que les résultats que nous avons obtenus durant le traitement des données avec les 2 algorithmes sont assez suffisants, tels que l'algorithme Camille et mais grâce à la puissance de calcul, ces algorithmes ont pu servir à la création de cas thématiques d'occupation du sol obtenus à l'issue de cette étude. Nous pourrons aussi dire que durant nos études, nous avons pu obtenir certaines difficultés qui étaient liées à la confusion de la classe revenu et bâti. Donc, l'idéal serait pour les prochaines études d'opter pour d'autres méthodes à travers l'utilisation des algorithmes tels que la classification orientée qui pourra effectivement qui pourra mieux nous aider dans nos sur ce, une remercions pour votre climat.
Déjà, je trouve vraiment félicite pour votre travail et j'ai assez de questions. D'abord, là, sur les méthodes. La méthode, quand même, je ne sais pas si vous avez pris en compte les essais de convergence et au niveau des méthodes de classification supervisée, le présentateur a eu à présenter une super machine. Si je vois dans ici, c'est maximum de semblance. Et au niveau des classes, je ne sais pas. Et au niveau des classes, je ne sais pas si peut-être d'autres camarades pourront peut-être faire la recherche dessus, mais je doute vraiment qu'avec l'image panchromatique, on peut vraiment trouver ces résultats jusqu'à cette classe pour distinguer ces différentes classes, à moins que ce soit une image multispectrale. D'accord, merci pour la question. Alors, Jurel a eu à dire qu'on a eu à utiliser l'algorithme comme effet machine. Donc, c'est un peu, en réalité, c'est compris dans ce sens. C'est pas réalité. C'est une classe de classification bien définie. Donc, sûrement, c'est dans cette vue-là. Et que les deux temps, ils ont en train de faire des classifications qui sont des noirs. La classification de effet machine, donc sûrement que ça le fait. Alors, maintenant, pour la deuxième préoccupation, il consiste à faire les passer d'entraînement. C'est de convergence en ce qui concerne la méthode Kamel. Parce que c'est ça, c'est de convergence qui permet d'aboutir à une co-classification avec Kamel. Beaucoup de gens ne prennent pas en compte, mais c'est ça qui détermine. Et quand vous avez la première quand vous avez choisi autant de classes, jusqu'au finish, vous savez qu'il n'y a que 4 classes ou 5 classes. Pourquoi vous allez réussir d'aller chercher jusqu'à 7, non? Donc, madame, on a travaillé, on s'est posé la question de savoir comment on peut identifier ces classes parce que c'est déjà une image conformatique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a forcé le logiciel à nous pour 4 classes. Et déjà, En dirigé ou en non dirigé, 7 classes en non dirigé. Pourquoi vous forcez à suivre cette classe alors que vous savez qu'il va avoir et alors que vous me disiez 5 classes, je me dis, bon, peut-être qu'il y a une classe qui n'arrive pas à trouver en dirigé parce que le fait que l'image soit automatique, il n'y a pas assez de détails, c'est pas assez. Donc, c'est une classe qui n'arrive pas à distinguer. Donc, bon, jusqu'à 7. Alors, madame, nous avons choisi cette classe parce que la classification non dirigée était la première étape du rapport. Vu que nous n'avons pas d'informations concrètes sur le bien, il était question de passer des informations qui se cachaient dans l'image. Et vous verrez que dans le rapport, on a eu à faire un pré-traitement pour améliorer un peu la lisibilité de l'image. Alors, après ce pré-traitement, il était un peu complexe de faire ressortir, de mettre l'accent soit sur les quatre classes ou plus que ça. Alors donc, nous nous trouvons dans une méthode, comment dirais-je, automatisée, classification non dirigée. Donc, on s'est dit que en prenant toutes les classes, on pourra avoir plus d'informations qui nous servira, qui nous permettra de
Quand vous trouvez 0,150, vous interprétez pas. Par exemple, la guerre, c'est lié. Normalement, qu'est-ce que vous devez? On doit revenir vers le. Soit on revient, soit on demande si cette classe-là n'est pas faisable. Vous dites que vous n'êtes pas capable, enfin, le logiciel n'est pas capable de distinguer ce qui est exposé de la classe 3 de la classe 2. Donc, ça veut dire qu'au lieu de 7 classes, normalement, en voyant ça, je me dis, je n'aurai que 6 classes, pas 7. Déjà, ça, là, ça m'interpelle. Je sais que je n'ai pas 7 classes, parce qu'il y a une classe qui est carrément confondue avec 0,60. Ça veut dire que ce n'est pas séparable. Et comme vous n'avez pas la main, et si c'était vous qui avez édité ces classes-là, vous serez allé et vous aurez fait merge, c'est-à-dire qu'ils prennent ça en une seule classe. Mais là, ce n'est pas vous qui les avez créés, donc vous n'avez pas la main dessus. Donc, ça veut dire que vous refaites le traitement au lieu de 7 classes, au lieu de par exemple 6, et puis vous regardez. C'est ça, là, c'est pas bon. Le fait que vous voyez ça, vous dites non, c'est que ça, là, il n'arrive pas à distinguer les deux classes, donc ce n'est qu'une seule classe. Dans ce cas, mon set va être je vais réutiliser. Je regarde encore ma séparabilité. Parce que avant de se lancer dans la classification, je vous ai toujours dit, vérifiez la séparabilité. Ne lancez pas la classique pour venir chercher la. Non, non. Une fois que tu as lancé la classique, ça sert à quoi d'aller sur la séparabilité. Tu regardes d'abord la séparabilité. Si elle est bonne, tu dis, ah, au moins, je vais. C'est comme quelqu'un qui va à un examen en ayant appris ses leçons. Au moins, il va avec assurance. Mais quelqu'un qui n'a pas appris ses leçons, vraiment, c'est par hasard, il va tomber sur un sujet qui va dans le sens de ce qu'il connaît et qu'il va réussir. Sinon, il sait qu'il va avec 70% d'échecs. OK? Donc, quand tu vois ça, déjà, je te dis, il y a un souci. Donc, je reprends en changeant. OK? OK? On se Hé, mon patron, comment vas-tu? Ça va? Tu continues de valoriser. On valorise tout, non? Ça va? D'accord, donc en classique, quand c'est dirigé ou quand ce n'est pas dirigé, une fois que les signatures ont été faites, la première étape, c'est vérifier la séparabilité des classes. Quand on est assuré que les classes sont séparables, maintenant on lance la classe. Donc, normalement, quand vous arrivez à cette étape, que vous vérifiez, que vous voyez ça, vous reprenez. Oui, non, c'est que 7 là, c'est pas bon. Vous essayez 6. Vous vérifiez la séparabilité. Si les 6 là, tout est séparable, OK, donc ça veut dire que je peux lancer ma classe. Et là-bas encore, il y a un souci. Vous réduisez. Et normalement, comme je dis, le nombre de classes que vous avez, parce que quand si, de façon, je dirais, triviale, si je veux critiquer le travail, je me dis, mais donc, vous avez fait une classification dirigée sans connaître votre c'est ce qui laisse transparaître de ce que vous êtes en train de dire. Or, on ne doit pas avoir cette idée là-dessus. Qu'une classique se fait sans connexion. Une classique dirigée se fait sans connexion. Alors, on réactive la classification dirigée. On a pris les 7 classes et juste faire des sorties, identifier l'information de l'autre. Maintenant, oui, c'est le nom qui est. Maintenant, les 7 classes qu'on a eues, on a eu à identifier les premiers bâtis, sol, culture 1, culture 2, culture 3 et même culture 4. Voilà. Donc, lorsqu'on fait la classification supervisée, on se rend compte que les cultures sont ramenées en une seule culture. C'est un peu l'idée qui s'est cachée derrière. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous avez fait une classification en connaître votre terrain.
Parce que si vous connaissiez votre terrain, on n'arriverait pas à 0,71. D'office, vous aurez pris 4 classes, et puis c'est fait. Comme ça, puis vous allez voir, il allait le mettre effectivement en un seul coup, et puis les autres allaient se calmer. D'accord? Hein? Parce que la question qu'on vous aurait posée, c'est quelles sont vos données de référence? Mais finalement, vous n'en avez pas. C'est ça, non? Vous avez joué au magicien? Non, non, non. Dans le titre, on va dire. Mais c'est quoi? Quelles sont vos données de référence? De quelle année? De 2018. Mais vous ne le dites pas. Est-ce que vous le dites? Ça, c'est lorsque nous sommes venus à l'explication que nous avons eu recours À Google Earth. Donc, Google Earth vous a donné votre réalité terrain. Donc, c'est cette réalité terrain que vous devez utiliser pour faire la classification. C'est-à-dire, quand je dis pour faire, c'est-à-dire le nombre de classes. En fait, c'est ça. Hein. Vous n'avez pas de réalité terrain en classification non dirigée. A priori, c'est ça. Mais si vous avez une réalité terrain de votre classification dirigée, c'est ce même nombre de classes que vous devez obliger le logiciel à faire. Et maintenant, vous allez comparer ces résultats avec vos résultats de ce que vous connaissez. Vous dites, ah, il ne connaissait pas, mais au moins, je l'ai plus ou moins dirigé en lui disant le nombre de classes. Il s'est débrouillé, il m'a trouvé quelque chose. Je compare ce que moi, je sais qu'il doit être vrai. Et puis maintenant, vous critiquez. Hein? Là où il a trouvé l'eau, là, c'est parce qu'il devait, ou bien ce n'est pas le bon endroit, ou il n'a pas trouvé d'eau alors qu'il devait trouver de l'eau et tout. D'accord? Hein? C'est vraiment le problème dans votre fait que on ne, comment on fait ça? On a l'impression, voilà, que vous tâtonnez. Vous n'avez pas les bonnes décisions. Par exemple, quand vous dites, on fait une analyse discriminante. Moi, je m'attendais à ce que vous, analyse discriminante, vous parliez, vous parlez. Vectorisation, j'ai vu. Vous allez vectoriser de sorte à voir la superficie des différentes choses. Ça, j'attendais, quand j'ai vu ça, j'ai compris. Analyse discriminante, vous avez fait quoi exactement? Je n'ai pas fait d'analyse discriminante. Or, vous en parlez. Ne donnez jamais le bâton. Quand vous n'avez pas fait quelque chose, ne dites pas que vous l'avez fait. Ou si vous l'avez fait, que vous ne le présentez pas, ayez le petit papier à côté parce que ça va sonner dans la tête de l'un de vos examinateurs qui va sûrement vous poser la question. Okay? Quelque chose que vous ne pouvez pas justifier, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Quelque chose que vous ne pouvez pas justifier, n'en parlez pas. Même si c'est une obligation, n'en parlez pas. Ce qui est sûr, apprêtez-vous à ce que l'un de vos examinateurs tombe dessus, il va vous bavarder. Si vous ne savez pas, oui, vous avez raison, monsieur, oui, vous avez raison, madame, c'est vrai, effectivement, mais on n'a pas pensé à cet aspect. Oui, maintenant que vous le dites là, c'est vrai, je note. Parce que vous n'avez pas sa réponse. Comme ça, vous faites, et puis, on vous laisse tranquille. Mais quand tu en parles, et puis maintenant, tu te poses question de sécurité, tu es là, tu t'attends, tu en parles quoi? Si toi-même tu sais que tu es carré là-bas, pourquoi tu en parles? Et tu me permets de te frapper dans cette domaine, d'accord? Donc, quand il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, que vous avez fait, mais vous ne savez pas expliquer, laissez l'autre vous dire que, ah, là, il y a un souci, en sachant que toi, tu savais déjà qu'il y a un souci. Et puis, oui, je vais noter. Si tu peux même me demander, d'après vous, comment je pourrais orienter, tu peux me poser ça. Ça peut être une façon d'améliorer ton travail. D'accord? Hein? Ce que je peux pas expliquer, je ne peux pas parler tout ça. Ce que vous ne pouvez pas expliquer là, n'en parlez pas. Ou alors, asseyez-vous avec votre patron et puis cherchez comment expliquer ça avant d'arriver le jour là. C'est bon. Merci beaucoup. C'est sur l'autre la carte de localisation et la carte d'occupation du sol. Et je ne sais pas si c'est qui regarde. Il n'y a pas d'Ania, mais dans la carte d'occupation du sol, je vois que la concentration de l'image est sur Dania, parce que c'est la même chose que j'ai eu accès à travailler dessus. Quel est le souci? Tu te demandes si c'est la même région. Oui, c'est la même région. C'est juste pourquoi ils n'ont pas appelé Daniel. Je ne vois pas. Merci. Est-ce que ça ne gêne pas le contact?
Oui, on donnait passeport en même temps. On a dit c'est pas grave. Là-bas, c'est pas nombreux. Tu vas avoir chambre, tu vas avoir tout. Nous, on est trop ici. D'accord. Une autre question? Oh non, on va pas vous féliciter. Bienvenue à Terre. Binôme France, on va faire son binôme 6, binôme 6. Groupe 6. Groupe 6 également. Binôme 6, ça c'est quel nom? Yao, Corinne, Diane, Voici, Déan, Audrey. Absent. Ils sont absents. Binôme 7, Aka, Cecilia, Brou, Amoin, demande de Céline. Bonjour, docteur. Bonjour, chers camarades. Nous sommes là pour présenter notre exposé sur la classification et segmentation des données. Alors, ce travail sera présenté par Mademoiselle Cecilia, Mademoiselle Brou Amoin et Mademoiselle Clément Dessay. Pour mieux comprendre ce texte, nous avons élaboré un plan. Nous avons d'abord l'introduction, ensuite les matériels et méthodes, et plus résultats et discussions et terminer. Comme introduction, nous dirons que Bois-Flé, le département de Bois-Flé est situé dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Il est plus précisément qui vient de la région du Maraoué, à 306 km d'Abidjan, et aussi avec une population de 366 245 habitants, avec une superficie de 4 214,5 km². Pour cette étude a pour objectif de réaliser la classification supervisée par la méthode de la classification non supervisée par la méthode par la classification non supervisée par la méthode de Camille et la classification supervisée par la méthode parallélité. Et on fait évaluer la séparabilité. Concernant le matériel, nous avons utilisé un ordinateur et le logiciel EDAS pour le traitement d'images et utilise la réalisation de la carte. Pour la méthode, la caractérisation des interfaces applicables pourrait être réalisée en 3 étapes. La production des cas de manifestation et de parties, l'analyse spatiale, l'acquis des critères, traduisant la structure de la végétation et celle de la partie, et la combinaison des critères précédents pour caractériser, cartographie
les types d'interface adaptables. Nous concernant les résultats, et la possibilité de conseil d'action supervisée de cadre et le résultat de la façon supervisée de la méthode paramétrique basique. Pour la séparation et pour la clarté de la méthode supervisée, et nous nous rendons compte que nous avons utilisé la méthode paramétrique. Et pour la réalité, nous avons utilisé la distance transformée. Nous nous rendons compte que les classes sont totalement pratiquement séparables de 1 à 2, à part les classes 2 et 3. Toutes les classes sont totalement séparables, d'où les valeurs 2 et 2 à donc, chaque cas par la méthode de l'intelligence transformée. Et en discussion, on a dit que cette méthode exposée dans le sens où le nombre de classes doit être donné, mais pas nécessairement dans leurs paramètres. Donc, la façon de Camille, qui est vraiment supervisée, nous demande de déclarer d'abord un nombre de classes, ensuite de lancer la classification. Et Soufiane Ibrahim, dans le détail de déclaration de façon spatiale et de détection, a bien mis en évidence notre travail plus ou moins et a trouvé les mêmes résultats. Et concernant la méthode paramétrique, qui est la méthode basée sur le Chipollon, donc cette méthode, c'est pratiquement le logiciel qui fait ressortir directement les cas. Parce qu'on connaît déjà la zone d'étude avec la valeur de la bonne référence pour les bonnes. Il a affecté à cette classe. Quand on fait une autre catégorie de classe, selon Ibrahim Soufiane. Il a aussi fait le travail de la méthode paramétrique. Donc, ces deux méthodes nous montrent réellement une différence tant du au niveau des classes que au niveau de la méthode. En effet, concernant ces deux méthodes montrent une différence de classe dans la mesure où il y a certaines classes dans la classification supervisée qui a été de nous-mêmes déjà dit en fonction de la supervision via Google Earth. On avait déclaré plus de 4, comme vous avez dit, c'était pas normal. Maintenant, après, avec la méthode supervisée, il y a deux classes qui ont été fusionnées dans le logiciel en raison de la ressemblance des statuts. Donc, la classification non supervisée, c'est des répartitions de la nombre en classes prédéfinies. Dans ce cas, ils sont avoir les classes qui se répètent comme le nom le dit. Donc, la catégorie est supervisée à fusionner ces classes. En conclusion, nous pouvons dire les deux classifications en chacune d'elles des avantages et des défauts. La première nous aide en cas d'ignorance sur la zone, mais ne reflète pas à tracer la réalité. L'espoir est donc que chaque système représente un type d'occupation du sol qui doit être identifié par l'analyse des images. Par exemple, en supposant l'emplacement de tous les pixels sur l'image originale pour identifier visuellement ce à quoi correspond ce pixel. C'est l'étape finale de la classification non supervisée. L'étiquetage de chacun des pixels a été choisi. La deuxième permet de vraiment représenter ce à quoi nous nous attendons, mais nécessite une connaissance au préalable de la zone d'étude. L'idée derrière la classification supervisée est que l'analyse de l'image fournit à l'ordinateur certaines informations qui lui permettent de calibrer un algorithme de classification. Cet algorithme est ensuite appliqué à chaque pixel de l'image pour produire la carte d'intérêt clinique. Le nombre de classes et la définition de chaque classe peut avoir un impact important sur le succès de la classification. Merci.
par la chaleur lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elles sont stressées et tout. Elles sont en évaluation. Quand ça va finir, tu vas voir comment ça va passer. C'est tout. Donc, l'idée de vous stresser. Je félicite aussi, madame. C'est vrai qu'elles sont en fille. C'est pas facile parce que je sais que la comme on a fait le travail, Maintenant, chercher des personnes, c'est ça a félicité quand même, madame. On passe à la question normale. Bon, bien, ok. Présentez-moi la diapo 6. Donc là, vous êtes rendu compte que vous avez inversé. D'accord. Ok. Allons sur la diapo 13. Avant ça. Et voilà, la translation. Voilà. Celle-là, une image non classique, non classique. Vous dites que vous avez utilisé quel logiciel pour le rendre? Pour le rendu cartographique. C'est quoi? Et ça, c'est un rendu cartographique, bien sûr. Et si vous dites à votre prof, vous avez le cours sur le rendu cartographique, et là, c'est ça. Qu'est-ce qui manque là? À la rigueur, même, on n'a même pas besoin de dire qu'on a étudié QGIS. Si vous me dites que vous n'avez pas étudié QGIS, que vous me donnez ça, j'accepte. Mais dire que vous avez étudié QGIS et puis vous présentez ça, j'accepte. D'accord. La séparabilité pour la classification non dirigée, vous n'avez pas fait. Parce qu'après l'édition des signatures, il faut vérifier la séparabilité des classes avant de lancer la classe. Là, vous présentez, pas de souci. Donc, on peut voir que vos classes, à part, comme on a dit, classes 2 et 3, là, qui ont votre divergence transformée qui vaut 1, ça, la même, c'est problématique. Le 1, là, c'est pas évident que ce soit bon, mais au moins, vous voyez qu'il peut y avoir un souci que vous pourrez justifier, et que la classification non dirigée, ça ne veut rien dire, puisque vous ne savez pas si les classes sont séparables ou pas. Or, oui. On a pu comprendre que dans le cas de la gouvernance de c'est la matrice de convergence qu'on ne peut pas avoir. La matrice de confusion, tableau de confusion. La matrice de confusion qu'on ne peut pas avoir. On a essayé, puis sinon, les signatures spectrales, on les générait et puis on était capable de venir vérifier la séparabilité. D'accord? Donc, il faut aller vérifier. Et quels sont vos documents? Même là, vous avez présenté séparabilité et matrice de confusion. La classification dirigée, puis il n'y a pas la matrice de confusion. Donc, comment vous évaluez la qualité de votre classification? La séparabilité vous donne une idée de ce que ça pourrait être, mais ça ne vous dit pas ce qui est. Parce qu'il faut que vous ayez vos paramètres de précision, là. Précision globale, précision moyenne, il faut faire commission au cas où, puis indice capable. Si vous n'avez pas calculé ça, vous n'allez rien faire en classification dirigée. Il faut absolument la matrice. Si vous n'avez pas cette matrice-là, vous n'allez rien faire. Et puis, il y a du boulot. Hein. Faire la moitié du travail a été demandé.
et ce sur quoi vous appelez complètement, quand vous parlez de matériel et méthode, dans le matériel, vous ne dites pas qu'il y a l'image, vous ne parlez que des softwares, c'est tout. Mais l'image est aussi un matériel. C'est vous appelez dessus, il faut le dire. Et puis, quelles sont vos données de référence? Vous avez fait de la classification dirigée. Donc, quelle est votre donnée de référence? Est-ce que c'est le fait que vous alliez sur le terrain? Est-ce que c'est des documents que vous allez prendre Google Earth comme dit on fait vos amis? La plupart du temps, on est parti prendre. Ça vous donne les limites, mais ça ne vous dit pas l'occupation du sol au moment où vous êtes en train de faire la classification. D'accord? Il vous faut des données terrain, voire dire, oui, je sais que j'aurai telle occupation du sol, tel élément sur mon site. Okay? Donc ça, c'est possible de le faire, soit parce que vous êtes allé sur le terrain, soit parce que d'autres sont allés sur le terrain à la même période, vous avez les rapports, soit Google Earth, comme les autres ont fait, pour la période donnée, où vous avez référence à cette image-là que vous comparez à votre image. Ok, merci beaucoup.